Un millionnaire oblige son fils à épouser une obèse laide. La nuit de noces, il découvre quelque chose d'incroyable. Ce qui semblait être une punition devient le plus grand choc de sa vie. Préparez-vous à un retournement de situation que personne n'attendait. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Le reflet de Sébastien Lenoir se fragmentait sur les fenêtres cristallines de son bureau au dernier étage, divisant son image en 1000 morceaux, tout comme l'empire qu'il avait passé 4 décennies à construire. À 58 ans, il restait une figure impressionnante, grand et imposant avec des yeux d'obsidienne capable de transpercer l'armure d'entreprise et une mâchoire qui semblait taillée dans le granit parisien. Le magazine Fortune l'avait surnommé l'architecte du luxe moderne. Mais aujourd'hui, ce luxe était bâti sur des sables mouvants. Pas qu'il laisserait quiconque entrevoir les fissures de sa façade. Sébastien avait maîtrisé l'art de l'illusion bien avant d'avoir maîtrisé l'art de faire de l'argent. Son costume Brioni lui allait comme une seconde peau, sa posture restait militairement droite, et ses boutons de manchette en platine signature captaient la lumière du soleil de fin d'après-midi avec un éclat défiant. Il se détourna de la fenêtre, son regard tombant sur la chaise vide en face de son bureau, attendant son fils Hugo. Le nom avait été son premier cadeau au garçon, inhabituel, puissant, destiné à le marquer comme exceptionnel. Au lieu de cela, Hugo était devenu tout ce que Sébastien méprisait, doux, artistique, plus intéressé par la composition de mélodies que par la composition d'accords commerciaux. À 28 ans, il était la plus grande déception de Sébastien, un sentiment qu'il n'avait jamais pris la peine de cacher. L'interphone grésilla. « Monsieur Lenoir, votre fils est arrivé. » Sébastien appuya sur le bouton avec un doigt manucuré. « Faites-le entrer. » Sa voix portait le froid d'une nuit de plein hiver. Hugo entra comme un murmure. Sa présence aussi douce que celle de son père était imposante. Il portait son costume, cadeau créateur comme une excuse. Et ses doigts, ces maudits doigts de pianiste qui auraient dû rédiger des contrats au lieu de concertos, ne cessait de tripoter le bracelet de sa montre. Ses cheveux noirs tombaient légèrement sur un œil, un petit acte de rébellion contre l'esthétique d'entreprise, insisté par son père. « Assieds-toi », ordonna Sébastien, ne prenant pas la peine de lever les yeux du document qu'il faisait, semblant de lire. « Nous devons discuter de ton avenir. »« Je pensais que nous avions déjà eu cette conversation, » répondit Hugo, sa voix portant une nuance d'acier qui les surprit tous les deux. Le mois dernier, quand je t'ai dit que je voulais gaspiller ta vie à jouer du piano dans un bar mal éclairé, le rire de Sébastien aurait pu geler du verre. Non, cette conversation est terminée. Aujourd'hui, nous allons parler de la réalité. Il leva enfin les yeux, fixant son fils d'un regard qui avait fait frémir des PDG du Fortune 500. Tu vas te marier. Le silence qui suivit était assez épais pour s'étouffer. Le visage d'Hugo, habituellement si expressif, devint complètement vide, un tour qu'il avait appris de son père. « Pardon, tu m'as parfaitement entendu. » Sébastien se leva, se dirigeant vers le bar avec une lenteur délibérée. La carafe en cristal tinta contre un verre alors qu'il se versait 2 doigts de scotch. L'arrangement a déjà été conclu. La fille de... Il fit une pause, sa lèvre se retroussant légèrement. « Eh bien, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu l'épouseras, ou tu peux oublier complètement ton héritage. » Le rire d'Hugo était creux. « Tu plaisantes. Ce n'est pas le 19e siècle, papa. Tu ne peux pas simplement... »« Je peux faire ce que je veux, » coupa Sébastien, sa voix tranchante comme un rasoir. « C'est des affaires, Hugo. Tout est affaire. Et en ce moment, l'entreprise a besoin de ce mariage. » Il n'ajouta pas que sans ce mariage, tout l'empire Lenoir s'effondrerait en quelques mois. Son fils n'avait pas besoin de connaître les mauvais investissements, les krachs boursiers, la lutte désespérée pour garder la tête hors de l'eau. « Qui est-elle » demanda Hugo, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le sourire de Sébastien était une chose dangereuse. « Elle s'appelle Adèle Chen. C'est une enseignante. Elle travaille avec des enfants défavorisés, ou quelque chose comme ça. Elle est aussi... » Il fit une nouvelle pause, savourant le moment. « Disons qu'elle ne correspond pas tout à fait à l'image des Lenoir. » Les yeux d'Hugo se plissèrent. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu la rencontreras demain. Dîner au pavillon Le Doyen, 19 heures précises. » Sébastien se rassit, le congédiement clair dans chaque ligne de son corps. « Ne sois pas en retard.
Et Hugo? Il attendit que son fils croise son regard. Souviens-toi de ce qui est en jeu. Ce n'est plus seulement une question d'héritage, c'est une question d'héritage. Alors qu'Hugo quittait le bureau, ses pas plus lourds qu'à son entrée, Sébastien s'accorda un moment de réflexion. Il pensa à une autre femme, des décennies auparavant, qui avait osé le rejeter pour son arrogance, son obsession du statut. Le souvenir brûlait encore comme de l'acide dans ses veines. Maintenant, regardant son fils s'éloigner, il ressentit un sentiment tordu de satisfaction. Parfois, les meilleures leçons s'apprenaient dans la douleur. Le pavillon Ledoyen scintillait, comme un écrin à bijoux, ses lustres en cristal projetant une lumière prismatique sur les visages de l'élite parisienne. Hugo Lenoir était assis à la table habituelle de son père, ses doigts tambourinant une mélodie invisible sur la nappe, immaculée. 19 heures étaient passées, et toujours aucun signe de sa supposée future épouse. Sébastien était assis en face de lui, son irritation grandissant à chaque minute qui passait. « Elle est en retard », grogna Sébastien, vérifiant ça. Patek Philippe pour la 3e fois en autant de minutes. Absolument inacceptable. Comme invoqué par ces paroles, une agitation s'éleva près de l'entrée. Hugo se retourna, s'attendant à voir quelque élégante mondaine, le genre que son père approuvait généralement. Au lieu de cela, son souffle se coupa dans sa gorge. Adèle Chen traversa le restaurant comme une force de la nature, ignorant les murmures et les regards qui la suivaient dans son sillage. C'était une femme ronde, vêtue non pas d'étiquette de créateur, mais d'une robe de style vintage qui célébrait ses courbes plutôt que de les cacher. Ses cheveux noirs étaient relevés en une tresse complexe, révélant un visage qui crayonnait d'intelligence et de chaleur. Mais ce furent ses yeux qui captèrent l'attention d'Hugo. D'un brin profond et intrépide, il portait un défi qui semblait défier le monde de la sous-estimer. « Je m'excuse pour mon retard », annonça-t-elle en atteignant leur table, sa voix musicale et claire. « Il y a eu une urgence au centre communautaire. Un de mes élèves avait besoin d'aide, et je ne laisse pas les enfants en crise juste pour respecter des réservations pour le dîner. » Le visage de Sébastien aurait pu être sculpté dans la glace. « Mademoiselle Chen, la ponctualité est une pierre angulaire du succès, de la bonne éducation. » Le sourire d'Adèle était cordial, mais il y avait de l'acier en dessous. Ou peut-être du maintien des apparences. « Dites-moi, monsieur Lenoir, qu'est-ce qui compte le plus? Être à l'heure ou être humain ?» Hugo se surprit à cacher un sourire derrière son verre d'eau. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait vu quelqu'un tenir tête à son père avec autant d'aisance. « Je vous en prie, asseyez-vous » proposa-t-il, se levant pour tirer sa chaise. Alors qu'elle s'installait, il sentit un effluve de son parfum, pas une fragrance de créateur coûteuse, mais quelque chose de chaud et épicé qui lui rappelait les après-midi d'automne. « Alors, » dit Adèle, prenant le menu avec une désinvolture délibérée, « devrions-nous discuter des termes de cet arrangement? Je suppose qu'il y a des contrats impliqués, des accords prénuptiaux, peut-être même des clauses de comportement ?» Ses yeux passèrent du père au fils. « Ou devrions-nous prétendre que c'est un dîner normal entre des personnes qui pourraient réellement vouloir se marier ?» Les jointures de Sébastien blanchirent autour de sa fourchette. « Mademoiselle Chen, je ne suis pas sûr que vous compreniez. »« Fait, je comprends parfaitement, » interrompit-elle, sa voix douce mais ferme. « Vous avez besoin de quelque chose de ma famille, probablement lié aux rumeurs sur les difficultés financières de Lenoir Enterprise. En échange, vous offrez votre fils, comme une sorte d'alliance matrimoniale royale moderne. Le twist, c'est que vous m'avez choisi spécifiquement parce que vous pensez que je suis en dessous de vous. Vous voulez le punir pour quelque chose? Probablement pour ne pas être exactement comme vous. » Le silence qui suivit ces paroles était assourdissant. Hugo la regardait, émerveillé et un peu terrifié. Personne ne parlait à Sébastien Lenoir comme ça. Personne. « Vous semblez très sûr de vous, » dit finalement Sébastien, sa voix dangereusement douce. Le sourire d'Adèle était sincère cette fois. « J'enseigne aux enfants, monsieur Lenoir. Ils sont bien plus intimidants que n'importe quel PDG. Ils sont aussi bien meilleurs pour repérer quand les adultes jouent à des jeux. » Elle se tourna vers Hugo, son expression s'adoucissant légèrement. « Et vous? Que pensez-vous de tout cela ?» Hugo ouvrit la bouche puis la referma. Que pensait-il? Il pensait qu'elle était extraordinaire. Il pensait qu'elle voyait clair en eux deux. Il pensait qu'elle était peut-être la personne la plus authentique qu'il ait jamais rencontrée. « Je pense, » dit-il lentement,
trouvant son courage dans son regard intrépide, que ce dîner vient de devenir beaucoup plus intéressant que je ne m'y attendais. Le téléphone de Sébastien vibra, les sauvant de la tension du moment. Alors qu'il s'excusait pour prendre l'appel, Adèle se pencha vers Hugo. « Je vous ai entendu jouer, dit-elle doucement. Dans ce petit club de jazz du Marais le mois dernier, vous utilisiez un nom différent, mais je vous ai reconnu grâce aux pages de société. Vous êtes talentueux, vraiment talentueux. Pourquoi? Le cachez-vous. » Hugo sentit le sang quitter son visage. Ses performances secrètes, la seule partie de sa vie qui lui appartenait vraiment, comment l'avait-elle découvert? Mais avant qu'il ne puisse répondre, Sébastien revint à la table, son visage masquant une fureur contrôlée. Quel que soit le sujet de cet appel téléphonique, ce n'était pas de bonnes nouvelles. Le mariage fut un spectacle d'excès qui fit la une des journaux, exactement comme Sébastien l'avait prévu. Notre-Dame de Paris ruisselait d'orchidées importées, des installations de cristal captaient et dispersaient la lumière comme des étoiles filantes, et l'élite parisienne remplissait les bancs en costumes de créateurs et robes haute couture. C'était parfait, poli et complètement creux, comme tout le reste dans le monde de Sébastien Lenoir. Adèle portait une robe qui fit halter les critiques de mode d'horreur et soupirer les amateurs d'art d'appréciation. Elle célébrait ses courbes dans des vagues de dentelle vintage et de soie, une création qui parlait de confiance plutôt que de conformité. Alors qu'elle remontait l'allée seule, ses parents ayant refusé de participer à ce qu'ils appelaient une fusion d'entreprises déguisée en mariage, elle gardait la tête haute, affrontant les regards réprobateurs avec une dignité inébranlable. Hugo attendait à l'hôtel, ses mains de compositeur tripotant ses boutons de manchette. L'orgue de la cathédrale jouait une marche nuptiale traditionnelle, mais dans sa tête, il la transformait déjà en quelque chose d'autre. Une tonalité mineure ici, une progression jazz là, transformant la pompe en poésie. Puis Adèle l'atteignit, et pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent. « Prêt à donner un spectacle ?» chuchota-t-elle, son sourire complice. « J'ai joué la comédie toute ma vie », murmura-t-il en retour. « Ce n'est qu'un autre concert. » La cérémonie passa dans un flou de rituels et de photographies. Sébastien était assis au premier rang, son visage un masque de satisfaction que seul son fils pouvait reconnaître comme faux. La réception qui suivit était tout aussi orchestrée, chaque détail conçu pour rappeler aux invités la prétendue prospérité de la famille Lenoir. Ce ne fut que lorsqu'ils atteignirent l'appartement, leur nouveau foyer, un autre des cadeaux de mariage de Sébastien, que la réalité s'installa. Adèle retira ses talons avec un soupir de soulagement, marchant pieds nus sur les sols en marbre. « Eh bien, dit-elle, s'installant sur un canapé blanc immaculé et froissant délibérément son arrangement parfait de coussins, devrions-nous discuter des termes de notre cohabitation ?» Hugo desserra son nœud papillon, sentant qu'il pouvait respirer correctement pour la première fois de la journée. « Des termes ? Elle sortit un petit carnet de son sac. « J'ai quelques suggestions. Premièrement, c'est un partenariat, pas une peine de prison. Nous sommes tous les deux ici sous la contrainte, mais cela ne signifie pas que nous devons nous rendre malheureux. » Elle leva les yeux vers lui, son regard sérieux. « Deuxièmement, pas de mensonge entre nous. Le reste du monde peut avoir le conte de fées, mais ici nous disons la vérité. »« La vérité » répéta Hugo, testant le mot comme une progression d'accords inhabituels. « D'accord, en voici une. Je suis terrifié. » Le rire d'Adèle fut inattendu et sincère. « Bon début. Voici la mienne. J'ai accepté cet accord parce que l'investissement de votre père sauvera mon centre communautaire de la fermeture. Les enfants là-bas en ont plus besoin que je n'ai besoin de ma fierté. » Elle pencha la tête, l'étudiant. « À votre tour. » Hugo se retrouva à s'enfoncer dans le canapé à côté d'elle, prenant soin de maintenir une distance respectueuse. « Je n'ai pas écrit de nouvelles chansons depuis que mon père a trouvé mes compositions il y a 3 mois. Il a dit, il déglutit difficilement. Il a dit que la musique était un passe-temps pour les gens trop faibles pour affronter la réalité. « Montrez-moi. » Les mots étaient doux mais fermes. « Quoi ? Votre studio de musique. Je sais que vous en avez un caché quelque part dans ce mausolée. Montrez-moi où vous créez. » Hugo la regarda fixement, se demandant comment elle pouvait le lire si facilement. Sans un mot, il se leva et la conduisit le long d'un couloir jusqu'à un mur apparemment vide.
Un panneau caché révéla un clavier et avec un clic doux, une porte s'ouvrit. Le studio était son sanctuaire, le seul endroit que l'influence de Sébastien n'avait pas atteint. Des panneaux acoustiques tapissaient les murs et un piano à queue occupait le centre de la pièce. Des feuilles éparses de compositions inachevées jonchaient à toutes les surfaces et un petit studio d'enregistrement occupait un coin. Adèle se déplaça dans l'espace comme si elle y appartenait, ses doigts effleurant la surface polie du piano. « Jouez quelque chose », dit-elle, s'installant sur le banc et tapotant l'espace à côté d'elle. « Quelque chose de vrai. »« Je ne peux pas. »« Si, vous pouvez. » Sa voix prit le même ton qu'elle utilisait probablement avec ses élèves. « La vérité, vous vous souvenez ? Jouez ce que vous ressentez en ce moment. » Hugo s'assit à côté d'elle, leurs épaules se touchant presque. Ses doigts trouvèrent les touches et pendant un moment il hésita. Puis, comme de l'eau brisant un barrage, la musique vint. Elle était discordante au début, pleine d'harmonies stridentes et de tensions non résolues, le son de la peur et de l'obligation et des années de répression. Mais au fur et à mesure qu'il jouait, quelque chose changea. Une nouvelle mélodie émergea, hésitante mais de plus en plus forte, se frayant un chemin à travers le chaos comme un fil d'or à travers l'obscurité. Lorsque la dernière note s'estompa, Adèle resta silencieuse pendant un long moment. « Ça, dit-elle finalement, c'est qui vous êtes vraiment. Pas le fils obéissant en costume de créateur, pas l'héritier apparent de l'entreprise. Ceci. » Elle fit un geste vers le piano, les compositions éparpillées, toute la pièce cachée. « C'est votre vérité. »« Ça n'a pas d'importance, » répondit Hugo, sa voix rauque. « Rien de tout cela n'a d'importance. À cette époque, l'année prochaine, je dirigerai Lenoir Enterprises, et cette pièce ne sera qu'un souvenir. » Adèle se leva, lissant sa robe de mariée avec un soin délibéré. « C'est là que vous vous trompez, dit-elle, se dirigeant vers la porte. Sur le seuil, elle fit une pause. « Votre père a peut-être arrangé ce mariage pour vous donner une leçon, mais je pense que vous êtes sur le point d'en apprendre une très différente. Bonne nuit, Marie. » Alors que ses pas s'estompaient dans le couloir, Hugo resta au piano, ses doigts flottant au-dessus des touches. Pour la première fois depuis des mois, une nouvelle mélodie prenait forme dans son esprit. Les jours se transformèrent en semaines, et un rythme inattendu se développa dans l'appartement. Adèle partait tôt chaque matin pour le centre communautaire, ses discussions passionnées sur les progrès de ses élèves devenant la bande sonore de leur petit déjeuner partagé. Hugo se surprit à attendre ces moments avec impatience, quand son visage s'illuminait, en décrivant une percée avec un enfant en difficulté, ou un nouveau programme éducatif qu'elle développait. Un matin, alors qu'elle rassemblait ses affaires pour la journée, Hugo remarqua des cernes sous ses yeux. « Vous travaillez trop dur, » dit-il, surpris par sa propre inquiétude. Le sourire d'Adèle était fatigué mais sincère. « Dis l'homme que j'ai entendu jouer jusqu'à 3 heures du matin. » Elle fit une pause, ajustant son sac. « Vous composez à nouveau, vraiment composez, pas seulement jouer avec d'anciennes pièces. » Il ne pouvait pas le nier. La musique avait recommencé à couler en lui, différente de tout ce qu'il avait écrit auparavant. Les mélodies étaient plus riches, plus complexes, remplies d'émotions qu'il n'était pas prêt à nommer. « Venez au centre aujourd'hui, » dit-elle soudainement. « Il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Avant qu'il ne puisse protester, son téléphone vibra. Sébastien exigeant sa présence à une réunion d'urgence du conseil d'administration. « Je ne peux pas, mon père. Aura toujours des urgences. » La voix d'Adèle était douce mais ferme. « Un après-midi, Hugo. Venez voir mon monde. » Le choix flottait dans l'air entre eux, lourd de possibilités. Pour la première fois de sa vie, Hugo se retrouva à vouloir décevoir son père. À quelle heure? Son sourire en valait la peine. Le centre communautaire était bien loin des gratte-ciel étincelants du quartier financier de Paris. Situé dans un entrepôt rénové, il bourdonnait de vie et de but. Les œuvres d'art des enfants couvraient les murs, et le son des rires résonnait dans les couloirs. « Mademoiselle Chen !» Un groupe d'enfants se précipita autour d'Adèle dès qu'ils entrèrent, leur excitation palpable. Elle salua chacun par son nom s'enquérant des devoirs, des familles et des rêves avec un intérêt sincère. « Tout le monde, » annonça-t-elle. « Voici mon ami Hugo, c'est un musicien. » Les yeux des enfants s'illuminèrent. « Vous allez jouer pour nous ?» demanda une petite fille, tirant sur sa manche. « On a un piano, mais il est vraiment vieux. » Avant qu'Hugo ne puisse répondre, Adèle les conduisait vers une petite pièce où un vieux piano droit se tenait contre le mur. Ce n'était rien comparé à son piano à queue à la maison.
ses touches jaunies par l'âge, mais quand il s'assit, il le trouva parfaitement accordé. « Jouez quelque chose de joyeux », demanda un autre enfant, et Hugo sentit ses doigts bouger d'eux-mêmes. La mélodie qui émergea était enjouée et légère, une danse de notes qui fit se balancer et rire les enfants. Tandis qu'il jouait, il aperçut Adèle qui le regardait, son expression adoucie par quelque chose qui fit sauter un battement à son cœur. L'après-midi passa dans un tourbillon de musique et de rire. Hugo enseigna les bases du rythme à des mains jeunes et enthousiastes, regarda avec émerveillement Adèle utiliser la musique pour aider un lecteur en difficulté à prononcer des mots et se retrouva à promettre de revenir pour leur prochain spectacle de talent. Ce ne fut qu'en rentrant chez eux que la réalité s'imposa à nouveau. Son téléphone affichait 27 appels manqués de Sébastien. « Il va être furieux », marmonna Hugo desserrant sa cravate. « Tant mieux », répondit Adèle, le surprenant. « La fureur signifie qu'il perd le contrôle, et peut-être que c'est exactement ce qui doit arriver. » De retour à l'appartement, ils trouvèrent Sébastien qui les attendait, sa rage une force palpable, dans la pièce. « Où étais-tu » exigea-t-il, s'avançant vers Hugo. L'accord Morrison était aujourd'hui. Le conseil attendait. « J'enseignais la musique à des enfants », répondit Hugo, sa voix ferme. « Quelque chose qui compte vraiment. » Le rire de Sébastien était cruel. « Qui compte? Pendant que notre entreprise perd de l'argent, tu joues des comptines avec des enfants qui ont plus de joie authentique dans leur vie que vous n'en avez jamais connue, » intervint Adèle, se plaçant entre eux. « Des enfants qui comprennent que la valeur ne se mesure pas en euros. Toi. » Sébastien se tourna vers elle, sa voix venimeuse. « C'est ton influence. Tu le rends faible, tout comme... » Il s'arrêta brusquement, quelque chose comme de la peur traversant son visage. « Comme qui ?» insista Adèle, ses yeux se plissant. « Comme la femme qui vous a rejeté il y a toutes ces années, celle dont vous... Gardez encore la photo enfermée dans le tiroir de votre bureau ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Le visage de Sébastien devint pâle, puis rouge de fureur. « Sortez !» grogna-t-il. « Tous les deux. Et Hugo, ne te donne pas la peine de venir au bureau demain, ni jamais. » En partant, Adèle prit la main d'Hugo, la serrant doucement. « Ça va ?» Il regarda leurs doigts entrelacés, sentant les callosités sur sa paume dues à son travail avec les enfants, si différentes de ses mains de pianiste. « Je pense, dit-il lentement, que pour la première fois de ma vie, je pourrais l'être. » Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis dans son studio, Hugo lui joua le nouveau morceau sur lequel il travaillait. C'était une composition sur la transformation, sur la libération des cages dorées et la découverte de la force dans des endroits inattendus. Quand il termina, il trouva Adèle, qui le regardait avec des larmes dans les yeux. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « C'est à propos de vous », répondit-il. La vérité les surprenant tous les deux. Les gros titres frappèrent comme un tsunami. Les actions de Lenoir Enterprise s'effondrent. Le géant financier sur un terrain instable. L'empire de Sébastien Lenoir. Un château de cartes. Le monde financier bourdonnait de spéculations. Et les vautours tournaient en rond. Hugo se tenait dans le bureau vide de son père, observant l'espace qui avait autrefois semblé être une forteresse de pouvoir. Maintenant, dans la dure lumière du matin, il pouvait voir les fissures dans la façade, le tapis légèrement usé, la technologie dépassée, les signes subtils de déclin qui avaient toujours été là. « Votre père n'est pas venu ici depuis. »« 3 jours » l'informa l'assistante de Sébastien, planant nerveusement dans l'embrasure de la porte. « Le conseil d'administration exige des réponses, et nos principaux investisseurs menacent de se retirer. »« Merci, Clara. Ce sera tout. » La voix d'Hugo était stable, bien que son cœur battait la chamade. Alors que la porte se refermait derrière elle, il s'enfonça dans le fauteuil de son père, ses doigts trouvant automatiquement le rythme d'une nouvelle mélodie sur la surface polie du bureau. Son téléphone vibra. « Adèle. »« Allumez BFM Business », dit-elle sans préambule. « Maintenant. » L'écran mural s'alluma, révélant un visage familier qui glaça le sang d'Hugo. Valérie Torres, impeccablement habillée et parfaitement posée, donnait une interview exclusive sur sa connaissance intime du fonctionnement interne de Lenoir Enterprise. « La plus grande faiblesse de Sébastien Lenoir, » disait Valérie, ses lèvres rouges courbées en un sourire prédateur, a toujours été son orgueil. Il n'a pas pu accepter que j'ai choisi ma propre voie plutôt que sa vision de la perfection. Il y a 25 ans.
Maintenant, ce même orgueil détruit tout ce qu'il a construit. L'esprit d'Hugo s'affolait. Valérie Torres, la femme du passé de son père, celle qui l'avait rejeté. Elle ne donnait pas seulement une interview. Elle exécutait une frappe calculée. Il y a plus. La voix d'Adèle résonna à travers le téléphone. Vérifiez votre email. Les documents qu'elle avait envoyés firent trembler ses mains. Des registres financiers, des correspondances privées, des preuves de tentatives désespérées pour couvrir des pertes croissantes. Sébastien n'avait pas seulement menti au monde, il s'était menti à lui-même. « Comment avez-vous obtenu ces documents ?» demanda-t-il, bien qu'il suspectât déjà la réponse. « J'ai des amis au Conseil de l'éducation qui connaissent des gens dans la régulation financière, » répondit Adèle. Quand Sébastien a commencé à pousser pour cet investissement précipité dans mon centre communautaire, cela a soulevé des drapeaux rouges. J'ai fait quelques recherches. Elle fit une pause. Hugo, il déplace de l'argent depuis des années, essayant de maintenir l'illusion du succès. Le mariage, l'investissement, tout était un dernier effort désespéré pour obtenir le soutien des connexions de ma famille sur les marchés asiatiques. La vérité le frappa comme un coup physique. L'empire de son père ne s'écroulait pas. Il était creux depuis des années. Chaque mot dur, chaque manipulation, chaque tentative pour forcer Hugo dans le moule d'entreprise parfait était née d'une peur désespérée plutôt que de force. « Je dois le trouver », dit Hugo, se levant brusquement. Avant que... Une agitation éclata dans le bureau extérieur. La porte s'ouvrit brusquement, révélant Sébastien Lenoir lui-même. Il ressemblait à un fantôme de son ancien moi. Mal rasé, son costume coûteux froissé, ses yeux hagards. « Toi, grogna-t-il à Hugo, c'est de ta faute, toi et cette femme. »« Cette femme est ma femme, » interrompit Hugo, sa voix portant une nouvelle autorité qui fit reculer Sébastien. « Et elle m'a montré plus de vérité en quelques mois que vous ne l'avez fait dans toute ma vie. »« La vérité ?» Sébastien rit, le son cassant comme du verre brisé. « Tu veux la vérité ? Voici la vérité. J'ai tout perdu. Tout, parce que je n'étais pas assez bon pour elle. » Il sortit une photo usée de sa poche, la jetant sur le bureau. Valérie Torres, 25 ans plus jeune, leur souriait. Elle a dit que je me souciais plus des apparences que de la réalité, que j'avais trop peur d'être authentique, et elle avait raison. Le grand Sébastien Lenoir sembla se dégonfler, s'effondrant dans l'un des fauteuils visiteurs. Alors j'ai construit ceci. Il fit un geste autour du bureau. Tout ceci, pour lui prouver qu'elle avait tort. Mais je l'ai construit sur des mensonges, parce que c'est tout ce que je savais faire. Et maintenant, sa voix se brisa. Maintenant tout s'effondre, et mon propre fils se transforme en tout ce que j'ai essayé de ne pas être. Hugo regarda son père, le voyant vraiment pour la première fois. Pas comme la figure imposante de son enfance, pas comme le tyran qui avait essayé de le façonner en un clone d'entreprise, mais comme un homme brisé qui avait passé des décennies à fuir ses propres peurs. « Papa, » dit-il doucement, « être authentique n'est pas une faiblesse. Écoutez. » Se déplaçant vers le piano dans le coin du bureau, celui que Sébastien avait installé pour divertir les clients, mais qui n'avait jamais été joué, Hugo commença à jouer. La mélodie était complexe, tissant ensemble douleur et espoir, peur et courage, le poids des attentes et la liberté de la vérité. Alors que les dernières notes s'estompaient, le téléphone de Sébastien vibra. Son visage devint livide en lisant le message. « Le conseil », murmura-t-il. « Ils convoquent une réunion d'urgence. Ils veulent que nous soyons tous les deux là, maintenant. » Hugo regarda son père, puis la photo de Valérie, puis son propre reflet dans la fenêtre. 3 générations de masques et de vérités, toutes entrant en collision en ce moment. Il sortit son téléphone. « Adèle, » dit-il quand elle répondit, « j'ai besoin que vous veniez dans la tour Lenoir. Il est temps d'affronter la musique, nous tous. » La salle du conseil de Lenoir Enterprise avait toujours rappelé à Adèle un théâtre, toute surface polie et éclairage dramatique, conçu pour mettre en scène des jeux de pouvoir et des performances d'entreprise. Aujourd'hui, alors, qu'elle était assise à côté d'Hugo, regardant les membres du conseil entrer avec des expressions graves. Elle comprit qu'elle était sur le point d'assister à l'acte final d'un drame vieux de plusieurs décennies. Sébastien était assis à la tête de la table, un empereur sans empire, tandis que Valérie Torres occupait l'extrémité opposée, sa présence commandant l'attention même dans le silence. La tension entre eux crépitait comme de l'électricité statique avant un orage.
Les chiffres ne mentent pas, disait le directeur financier, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Nous faisons face à des pertes catastrophiques dans toutes les divisions, les marchés asiatiques. Les marchés asiatiques étaient censés être notre salut, interrompit un membre du conseil, se tournant vers Adèle. N'était-ce pas le but de cet arrangement? Avant qu'Adèle ne puisse répondre, Hugo se leva. Le mouvement était fluide, confiant, si différent du jeune homme incertain qu'elle avait rencontré pour la première fois. Le but, dit-il, sa voix portant le même pouvoir tranquille que sa musique, était le contrôle. Le contrôle de mon père, sur l'entreprise, sur le récit, sur moi. Il regarda Sébastien. Mais ce contrôle était une illusion, n'est-ce pas, papa? Les mains de Sébastien se crispèrent sur la table. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, continua Hugo. Je comprends que vous avez passé 25 ans à essayer de prouver quelque chose à une femme qui voyait à travers vous. Je comprends que vous avez essayé de me transformer en une version de vous-même qui n'a jamais existé. Et je comprends que cette entreprise n'échoue pas à cause des forces du marché ou de mauvais investissements. Elle échoue parce qu'elle a été construite sur la peur plutôt que sur la vérité. Le doux rire de Valérie attira tous les regards vers elle. « Il est plus comme moi que vous ne l'avez jamais été, Sébastien », dit-elle, ses paroles portant des décennies d'histoire non dites. Il a le courage d'être lui-même. Le courage? La voix de Sébastien tremblait. J'ai construit un empire. Vous avez construit une prison, interrompit Adèle son ton doux mais ferme. Pour vous-même, pour Hugo, pour tous ceux qui ont cru en l'héritage Lenoir. Mais les prisons peuvent être ouvertes si vous êtes assez courageux pour affronter ce qui se trouve de l'autre côté. Elle fouilla dans son sac en sortant un épais dossier. J'ai une proposition pour le conseil. Le centre communautaire que je dirige, il fait partie d'une initiative éducative plus large. Nous avons développé des programmes qui combinent l'éducation artistique avec des compétences commerciales, enseignant aux enfants comment être à la fois créatif et pratique. Elle étala des documents sur la table. Voici nos résultats. Les scores au test, les taux de réussite, les partenariats d'entreprises qui attendent d'être développés. Les membres du conseil se penchèrent en avant, l'intérêt s'allumant dans leurs yeux. Lenoir Enterprise n'a pas besoin d'être juste une autre institution financière sans âme, ajouta Hugo, se déplaçant pour se tenir à côté d'elle. Nous pouvons la transformer en quelque chose de nouveau, quelque chose qui combine les affaires pratiques avec une véritable connexion humaine. Ses mains bougeaient inconsciemment, dirigeant un orchestre invisible. Une symphonie de but et de profit. Vous voulez transformer mon entreprise en une œuvre de charité? La voix de Sébastien était incrédule. Non, répondit Hugo. Je veux transformer votre prison en un pont, entre l'art et le commerce, entre la richesse et la valeur, entre qui nous sommes et qui nous pourrions être. Il se tourna vers le conseil. Donnez-nous 6 mois. Laissez-nous vous montrer ce que Lenoir Enterprise pourrait devenir. La salle du conseil éclata en discussion. Alors que les arguments et contre-arguments volaient à travers la table, Adèle observait Sébastien. Son visage était un champ de bataille d'émotions. La fierté luttant contre la peur, la colère contre la réalisation. Finalement, Valérie se leva. « Je vais le soutenir », annonça-t-elle, sa voix coupant à travers le chaos. « Ma société d'investissement fournira un financement de transition, à une condition. » Elle regarda directement Sébastien. « Vous démissionnez. Laissez votre fils et sa femme nous montrer à quoi ressemble une entreprise construite sur l'authenticité. » Le silence qui suivit était assourdissant. Sébastien regarda l'empire qu'il avait construit, le fils qu'il avait essayé de façonner, la femme qui lui avait autrefois montré un chemin différent. Puis, lentement, il tendit la main et retira sa cravate, l'armure d'entreprise qu'il avait portée pendant tant d'années. « Je ne sais pas comment être autre chose », murmura-t-il. Hugo se déplaça aux côtés de son père, posant une main sur son épaule. « Alors, laissez-nous vous l'apprendre, » dit-il doucement. De la même manière qu'Adèle me l'a appris. Alors que les membres du conseil commençaient à discuter des termes et conditions, Adèle observait le père et le fils debout ensemble, l'un apprenant à lâcher prise, l'autre apprenant à prendre les rênes. À l'extérieur des fenêtres, de la salle du conseil, le ciel de Paris scintillait dans le soleil de l'après-midi, un rappel que même les façades les plus imposantes pouvaient capter la lumière de manière inattendue. La transformation de Lenoir Enterprise commença non pas dans la salle du conseil, mais dans l'auditorium du centre communautaire.
Un mois après la confrontation, Hugo se tenait sur la scène improvisée, entouré d'enfants tenant divers instruments, tandis qu'Adèle regardait depuis le premier rang, ses yeux brillants de fierté. « Rappelez-vous, dit-il à ses jeunes élèves, la musique n'est pas une question de perfection, c'est une question d'honnêteté. » Son regard croisa celui d'Adèle, alors qu'il parlait, et la connexion entre eux étincela comme de l'électricité. Au cours des dernières semaines, leur mariage de convenance avait évolué en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Un partenariat d'ego, construit sur des rêves partagés et une confiance croissante. Le concert des enfants était plus qu'un simple récital. C'était le programme pilote pour la nouvelle direction de Lenoir Enterprises. Des sponsors d'entreprises remplissaient les derniers rangs, regardant des enfants des quartiers défavorisés interpréter tout, des pièces, classiques aux compositions originales. Mais la vraie surprise arriva à mi-chemin du spectacle. Sébastien Lenoir se glissa par la porte latérale, presque méconnaissable en vêtements décontractés, son armure d'entreprise habituelle nulle part en vue. Il se tenait maladroitement au bord de la foule, un étranger dans ce monde d'émotions, authentique et de talent brut. Pendant l'entracte, une petite fille tira sur sa manche. « Vous êtes le papa de Monsieur Hugo ?» demanda-t-elle, le regardant avec une curiosité innocente. « Il dit que vous aviez peur de la musique aussi avant. » La façade, soigneusement entretenue de Sébastien, se fissura un peu. « Oui, je suppose que je l'étais. »« C'est bête, » déclara la fille. « La musique, c'est juste des sentiments qui sont devenus trop grands pour les mots. Mademoiselle Adèle nous a appris ça. » Avant que Sébastien ne puisse répondre, la fille le traînait vers le piano où Hugo aidait un autre élève avec un passage difficile. Le père et le fils se regardèrent, des années de malentendus suspendus entre eux. « Papa, » dit doucement Hugo, « je ne m'attendais pas à ce que vous veniez. »« Je ne m'attendais pas à être ici, » admit Sébastien. « Mais Valérie, elle a suggéré que je pourrais apprendre quelque chose. » Il regarda autour de l'auditorium, prenant en compte le mélange d'enfants, de cadres d'entreprise et de membres. De la communauté. Tout ceci est très différent de ce que j'imaginais pour l'héritage Lenoir. Différent ne signifie pas mauvais, intervint Adèle, les rejoignant au piano. Parfois, les investissements les plus précieux ne sont pas ceux que nous pouvons mesurer en euros. La petite fille qui avait amené Sébastien grimpa sur le banc du piano. « Je peux lui montrer ma chanson ?» demanda-t-elle à Hugo. « Celle sur... ma maman ?» Hugo acquiesça avec encouragement et l'enfant commença à jouer. La mélodie était simple mais envoûtante, l'amour d'une fille exprimé en notes pures et non filtrées. Pendant qu'elle jouait, l'expression de Sébastien changea, s'adoucissant en quelque chose de presque vulnérable. « Je jouais autrefois », murmura-t-il, si doucement que seuls Hugo et Adèle pouvaient l'entendre. « Avant que je ne décide que le succès signifiait autre chose. Avant Valérie, jouez avec elle, » suggéra doucement Adèle. « Elle est dans votre tonalité. » Pendant un moment, Sébastien hésita, le poids de décennies d'abnégation visible dans sa posture. Puis, lentement, il s'assit à côté de la petite fille. Ses doigts trouvèrent les touches, ajoutant une douce harmonie à sa mélodie. Les deux jouèrent ensemble, l'âge et la jeunesse, le pouvoir et l'innocence, tissant leur musique en quelque chose d'une beauté inattendue. En les regardant, Hugo sentit la main d'Adèle se glisser dans la sienne. « Ceci, » murmura-t-elle, « c'est à quoi ressemble la guérison. » La deuxième moitié du concert comporta une addition surprise. Sébastien, Lenoir interprétant un duo avec sa jeune élève, leur performance imparfaite mais sincèrement émouvante. Dans le public, Valérie Torres essuya une larme inattendue, tandis que les membres du conseil échangeaient des regards pensifs. Plus tard dans la soirée, alors qu'il rangeait l'auditorium, Hugo trouva son père en train de regarder le mur des œuvres d'art des élèves. « Je ne sais pas comment faire ça », admit Sébastien sans se retourner. « J'ai passé tellement de temps à construire des murs, je ne suis pas sûr de me souvenir de ce qu'il y a de l'autre côté. »« Moi non plus », répondit Hugo, jusqu'à ce qu'Adèle me montre que les murs étaient de ma propre fabrication. Il fit une pause puis ajouta « La nouvelle direction de l'entreprise. Il ne s'agit pas de tout démolir. Il s'agit de construire quelque chose de plus authentique sur la fondation que vous avez créée. » Sébastien se tourna finalement pour faire face à son fils. « Ta mère aurait mieux compris cela que moi. Elle disait toujours que tu avais son cœur. Parlez-moi d'elle, dit doucement Hugo. C'était la première fois depuis des années qu'il parlait d'elle.
Alors que le père et le fils s'asseyaient dans l'auditorium vide, partageant des souvenirs et des espoirs hésitants, Adèle observait depuis la porte. La transformation de Lenoir Enterprises était plus qu'une stratégie d'entreprise. Elle devenait une histoire de rédemption, une note inattendue à la fois. Dans son bureau, son téléphone vibra avec un message de Valérie. « La phase 2 commence demain. Êtes-vous prête ?» Adèle regarda le père et le fils, leurs ombres longues, dans la lumière déclinante, et tapa sa réponse. « Ils sont prêts. » La vraie question est, le monde est-il prêt pour ce que Lenoir Enterprises est sur le point de devenir? Le lancement de l'initiative artistique Lenoir fit les gros titres dans le monde des affaires. Wall Street rencontre Mozart, proclama Les Échos. Le géant de l'entreprise pivote vers une révolution culturelle, déclara Le Monde. Mais c'est le titre du journal local qui le résumait le mieux. La musique revient à la maison Lenoir. Dans le hall nouvellement rénové de la tour Lenoir, un piano à queue avait remplacé l'imposant bureau de sécurité. Les enfants du centre communautaire d'Adèle s'y produisaient quotidiennement, leur musique flottant dans l'atrium, transformant l'environnement d'entreprise autrefois stérile en quelque chose de vivant et plein de possibilités. Mais tout le monde n'accueillait pas le changement. Un groupe d'investisseurs traditionnels, dirigé par Richard Kensington, le plus vieil ami et allié de Sébastien, monta une opposition féroce. Un mardi matin pluvieux, leur défi atteignit son paroxysme lors d'une réunion spéciale des actionnaires. « C'est de la folie », tonna Kensington, sa voix résonnant dans la salle de conférence bondée. « Nous perdons les investisseurs traditionnels. Notre cours de bourse s'est stabilisé », interrompit doucement Valérie, passant à la diapositive suivante de sa présentation. « Et nos nouveaux partenariats avec des institutions culturelles ont ouvert des portes vers des marchés jusqu'alors inexploités. » Elle fit un geste vers les graphiques, montrant une croissance inattendue dans de nouveaux secteurs. « Les chiffres peuvent être manipulés », se moqua Kensington. « Sébastien, vous voyez sûrement ce que votre fils et sa femme font à votre héritage ?» Tous les yeux se tournèrent vers Sébastien, qui était assis tranquillement au milieu de la salle, non plus à la tête de la table, mais commandant toujours l'attention. Il regarda Hugo qui se tenait à côté d'Adèle, leurs mains jointes en un soutien silencieux. « Mon héritage, dit lentement Sébastien, a été construit sur la peur de montrer de la faiblesse. Mais mon fils, il s'éclaircit la gorge, l'émotion rendant sa voix rauque. Mon fils m'a montré que la vraie force réside dans l'authenticité. » Le visage de Kensington rougit. « Il ne s'agit pas d'authenticité, il s'agit d'affaires. » « Non, Adèle s'avança, sa voix claire et confiante. « Il s'agit des deux. Montrez-leur, Hugo. » Hugo se déplaça à l'avant de la salle, faisant apparaître un nouveau jeu de projection. Notre programme pilote a déjà suscité l'intérêt de 3 grandes fondations éducatives internationales. L'initiative artistique Lenoir ne consiste pas seulement à enseigner la musique. Il s'agit de favoriser la créativité, l'innovation et l'intelligence émotionnelle chez la prochaine génération de leaders d'entreprise. Les actionnaires murmurèrent, l'intérêt luttant contre le scepticisme. Mais plus que cela, continua Hugo, ses mains de compositeur esquissant des motifs dans l'air, nous créons un nouveau modèle de responsabilité d'entreprise. Un modèle qui valorise le potentiel humain autant que les marges bénéficiaires. De jolis mots, ricana Kensington. Mais où est la preuve? Ici. Adèle appuya sur un bouton et les écrans muraux s'animèrent avec des flux vidéo de programmes Lenoir à travers la ville. Des enfants apprenant le codage à travers la théorie musicale. Des adolescents développant des plans d'affaires pour des projets artistiques communautaires. Des employés d'entreprise encadrant de jeunes musiciens. Et ici, ajouta Valérie, révélant un nouveau jeu de projection financière. 3 grandes entreprises technologiques nous ont déjà approchés pour mettre en œuvre des programmes similaires. Elles voient ce que nous voyons, que l'avenir des affaires réside dans l'équilibre entre le profit et le but. La salle éclata en discussion, mais un nouveau son coupa à travers le chaos. De la musique, douce au début, puis s'amplifiant, s'écoulaient des haut-parleurs cachés. C'était l'une des compositions d'Hugo, le morceau qu'il avait écrit sur la transformation, maintenant interprété par un orchestre complet d'étudiants de leur programme. Alors que la musique remplissait la salle, Adèle observait les visages des actionnaires. Elle vit le moment où la musique les atteignit. Pas seulement leurs oreilles, mais leur cœur.
Même l'expression sévère de Kensington s'adoucit presque imperceptiblement. Sébastien se leva lentement. « J'ai passé des décennies à croire que les affaires étaient une question de contrôle, » dit-il, sa voix portant au-dessus des dernières notes de la symphonie. « De maintenir une image à tout prix. J'ai failli tout perdre. Mon entreprise. Mon fils, mon âme, à cause de cette croyance. » Il se tourna pour faire face aux actionnaires. « Mais regardez autour de vous. Sentez ce qui se passe dans cette salle en ce moment. Ce n'est pas la fin de Lenoir Enterprises, c'est son évolution. » Le vote qui suivit ne fut même pas serré. La nouvelle direction fut approuvée à une écrasante majorité, Kensington lui-même s'abstenant plutôt que de voter contre. Alors que les actionnaires sortaient, beaucoup s'arrêtèrent pour parler avec Hugo et Adèle, leur intérêt sincère, leur scepticisme transformé en un optimisme prudent. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis dans leur appartement, maintenant rempli de la chaleur du confort vécu plutôt que de la perfection stérile, Hugo jouait le morceau de la réunion, ses doigts dansant sur les touches, tandis qu'Adèle se blottissait à côté de lui sur le banc du piano. « Je ne vous ai jamais remercié ?» dit-il doucement, la musique s'adoucissant sous ses paroles. « Pourquoi ? Pour m'avoir vu. Le vrai moi. Pas l'héritier, pas le fils décevant. Juste moi. » La main d'Adèle couvrit la sienne, immobilisant les touches. « Je pense, dit-elle soigneusement, que c'est ce que l'amour est censé être. Voir quelqu'un pour qui il est vraiment, et l'aider à devenir qui il est censé être. » Le mot « amour » flotta entre eux, ni planifié ni attendu, mais indéniablement vrai. Hugo se tourna vers elle, la musique oubliée, et dans ses yeux, Adèle vit tout leur voyage, du mariage arrangé à un véritable partenariat, de l'obligation à quelque chose de bien plus précieux. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse parler, le téléphone d'Hugo vibra avec un message urgent de Valérie. « Allumez les informations, maintenant. » Le reportage frappa comme un coup de tonnerre. Une enquête fédérale lancée sur les anciennes transactions de Lenoir Enterprise. La voix de la journaliste remplit leur salon clinique et détaché, détaillant des allégations de malversation financière s'étendant sur la dernière décennie, toutes antérieures à la récente transformation de l'entreprise. « Ce n'est pas seulement l'entreprise, » expliqua Valérie au téléphone, sa voix tendue d'inquiétude. « Ils examinent chaque transaction importante, chaque membre du conseil, chaque relation significative, y compris l'implication récente de ma société d'investissement. » Hugo faisait les 100 pas dans la pièce, ses doigts de compositeur tapotant un rythme anxieux contre sa cuisse. « C'est grave à quel point ? Assez grave pour que nous devions suspendre temporairement toutes les nouvelles initiatives, répondit Valérie, y compris les programmes artistiques. Adèle, qui avait été inhabituellement silencieuse, vacilla soudainement. Hugo se précipita pour la soutenir, l'alarme traversant ses traits alors qu'il la sentait trembler. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, la conduisant vers le canapé. « Vous êtes pâle depuis ce matin. »« Je vais bien » insista-t-elle, bien que sa voix manqua de sa force habituelle. « Nous devons nous concentrer sur la sauvegarde des programmes. Ces enfants ne peuvent pas perdre leur opportunité à cause d'erreurs passées. » Mais alors qu'elle essayait de se lever, une autre vague de vertige la frappa. Cette fois, Hugo ne se laissa pas dissuader. « Nous allons chez le médecin », déclara-t-il. « L'entreprise peut attendre. » La salle d'attente de l'hôpital Saint-Louis était bien loin de leur environnement habituel. Adèle était assise sur une chaise en plastique inconfortable, sa main serrée dans celle d'Hugo, attendant les résultats des tests. Elle n'avait pas voulu lui parler de la fatigue, des vertiges, de la façon dont son cœur s'emballait parfois, sans raison. Il y avait eu trop de choses en cours, trop de gens qui dépendaient d'elle. « Madame Lenoir ?» Un médecin apparut, son expression soigneusement neutre. « Nous avons vos résultats. » Le diagnostic tomba comme des pierres dans une eau calme. Cardiomyopathie induite par le stress chronique, exacerbée par le surmenage et la tension émotionnelle. Les mots du médecin se brouillèrent. Repos, médicaments, changement de mode de vie, surveillance. Mais une phrase se détacha clairement. « Si vous ne faites pas de changement significatif immédiatement, les dommages pourraient devenir permanents. » La prise d'Hugo sur sa main se resserra. « Tout ce dont vous avez besoin, promit-il, quoi qu'il en coûte. » Mais l'esprit d'Adèle courait déjà vers l'avant. L'enquête, les programmes, les enfants seront toujours là après. Votre rétablissement, interrompit-il fermement. « Adèle, regardez-moi. »
Il prit son visage dans ses mains, ses yeux intenses. Vous m'avez appris que la vraie force ne consiste pas à maintenir les apparences ou à pousser à tout prix. Il s'agit d'être honnête avec soi-même et les autres. Maintenant, c'est à votre tour d'apprendre cette leçon. Comme pour confirmer ses paroles, son téléphone vibra avec des mises à jour sur l'enquête. Sébastien était convoqué pour un interrogatoire. Les membres du conseil d'administration engageaient des avocats. Les médias se délectaient de spéculations sur les autres secrets qui pourraient être cachés dans les fondations de l'Empire le Noir. « Allez-y », dit doucement Adèle. « Ils ont besoin de vous. » Au lieu de cela, Hugo sortit son téléphone et appela Valérie. « Je prends un congé », annonça-t-il sans préambule, avec effet immédiat. « Hugo, non », protesta Valérie. « L'entreprise a besoin. Ma femme a plus besoin de moi, coupa-t-il, et j'ai besoin d'elle. L'entreprise devra apprendre la même leçon que nous avons enseignée aux autres, que les peintres. Je ne compte plus que les profits. » Après avoir raccroché, il se tourna vers Adèle, son expression s'adoucissant. « Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit le soir de notre mariage? À propos d'être des prisonniers. Vous m'avez libéré des attentes de mon père, de mes propres peurs. Maintenant, laissez-moi vous aider à vous libérer du poids que vous portez. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Adèle. « Je ne sais pas comment m'arrêter, » murmura-t-elle. « Ces enfants, leurs rêves, l'avenir que nous construisons, tout est si fragile. Alors nous le protégerons ensemble, promit-il. Mais d'abord, nous devons vous protéger. » Cette nuit-là, dans leur appartement, Hugo joua pour elle, pas les compositions complexes pour lesquelles il était connu, mais de simples berceuses, des mélodies douces qui parlaient de paix et de guérison. Alors qu'Adèle oscillait entre sommeil et éveil sur leur canapé, elle sentit son amour l'entourer comme une couverture de notes. Un doux coup à la porte interrompit le moment. Sébastien se tenait là, l'air plus vieux qu'il ne l'avait jamais vu. « Les enquêteurs, dit-il sans préambule, ils ont trouvé quelque chose que j'ai essayé de cacher pendant des décennies. » Il regarda Adèle, son expression hantée. « Et j'ai peur que cela ne change tout. » La révélation de Sébastien se déroula dans leur salon comme une sombre symphonie. « Avant de construire Le Noir Enterprises, commença-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, je n'étais personne, un musicien de rue jouant pour des pièces dans le métro. » Ses mains tremblaient alors qu'il sortait une vieille enveloppe, usée. Valérie n'était pas la première femme que j'ai aimée. Il y en avait une autre, une brillante pianiste nommée Marie Chen. Le cœur d'Adèle sauta un battement en entendant ce nom de famille familier. Hugo, assis à côté d'elle sur le canapé, devint complètement immobile. « Marie était tout ce que je n'étais pas, » poursuivit Sébastien. Talentueuse, éduquée, issue d'une famille respectée. Nous faisions de la musique ensemble. Nous rêvions ensemble. Mais sa famille avait arrangé un mariage pour elle à Hong Kong. Elle m'a supplié de fuir avec elle, de choisir l'amour plutôt que la sécurité. Sa voix se brisa. Je n'ai pas pu le faire. J'avais trop peur de la pauvreté, de l'incertitude. Alors j'ai conclu un accord avec son père à la place. Il tendit l'enveloppe à Adèle d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies et des lettres, et un contrat qui la fit halter. « Vous avez vendu votre école de musique, » murmura-t-elle, lisant le document jauni, « celle que vous et Marie aviez construite ensemble. Vous l'avez vendue à l'entreprise de son père pour obtenir un capital de démarrage. L'argent de départ qui a construit Le Noir Enterprises, » confirma Sébastien. Le père de Marie a tout arrangé, les investisseurs initiaux, les connexions, tout. En échange, je devais promettre de ne jamais la contacter à nouveau, de ne jamais mentionner notre passé, de ne jamais jouer de musique professionnellement. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle a épousé l'homme qu'ils avaient choisi. Pour elle, a déménagé à Hong Kong, et moi, je me suis enterré dans la construction d'un empire basé sur tout ce que nous méprisions autrefois. Hugo se leva brusquement, se dirigeant vers le piano. Ses doigts planaient au-dessus des touches, ne jouant pas, juste les touchant comme s'ils pouvaient contenir des réponses. « Marie Chen, » dit-il lentement, « la sœur de ma mère. » Le silence qui suivit était assourdissant. Adèle regarda entre le père et le fils voyant les pièces s'assembler. « C'est pour ça que vous avez éloigné Hugo de la musique, » réalisa-t-elle. « Pourquoi vous avez tellement essayé de le faire se concentrer uniquement sur les affaires? Vous essayez de le protéger de votre propre passé. Les enquêteurs ont trouvé le contrat original,
dit lourdement Sébastien. Et les lettres de Marie? Ils vont tout exposer. Comment Lenoir Enterprises a été construite sur une promesse brisée. Comment j'ai violé la clause de non-concurrence pendant des années en investissant secrètement dans des écoles de musique, à l'étranger. Il rit amèrement. Toute ma planification minutieuse, toutes mes tentatives de tout contrôler. Et à la fin, la vérité éclate quand même. Adèle essaya de se lever, voulant réconforter les deux hommes, mais une nouvelle. Vague de vertige la força à se rasseoir. Hugo fut instantanément à ses côtés, son propre tumulte momentanément oublié dans son inquiétude pour elle. « Vous avez besoin de repos », insista-t-il, mais Adèle secoua la tête. « Ce dont nous avons besoin, dit-elle fermement, c'est d'arrêter de nous cacher de la vérité. » Elle regarda Sébastien. Paris Chen n'est pas seulement partie pour Hong Kong. Elle a fondé l'une des plus grandes fondations d'éducation artistique en Asie. Les deux hommes la regardèrent fixement. « Comment savez-vous cela ?» murmura Sébastien. « Parce que, » Adèle prit une profonde inspiration, « ils sont l'un des principaux investisseurs intéressés par notre nouvelle initiative éducative. Marie Chen arrive la semaine prochaine pour discuter d'un partenariat potentiel. » Elle serra la main d'Hugo. « J'attendais le bon moment pour vous le dire. Elle a spécifiquement demandé à rencontrer le musicien qui transforme l'entreprise du fils de sa sœur. » L'impact de cette révélation frappa Sébastien comme un coup physique. Il s'effondra dans un fauteuil, sa façade soigneusement entretenue s'écroulant complètement. « Toutes ces années, murmura-t-il, elle observait, attendait. Pas attendait, corrigea doucement Adèle. Construisait quelque chose de beau à partir de sa propre douleur, tout comme vous avez construit quelque chose de puissant à partir de la vôtre. La différence est qu'elle n'a jamais cessé de faire de la musique. » Hugo retourna au piano, et cette fois ses doigts trouvèrent les touches. La mélodie qui émergea était entièrement nouvelle, un pont entre le passé et le présent, la douleur et la guérison, la peur et l'espoir. Alors qu'il jouait, Adèle vit des larmes couler sur les joues de Sébastien. « Les enquêteurs peuvent exposer ce qu'ils veulent, » dit finalement Hugo, la musique douce sous ses paroles. « Nous y ferons face ensemble, en famille. Plus de cachotterie, plus de masques. » Il regarda son père. « Marie a choisi sa voie, et vous avez choisi la vôtre. Mais maintenant, nous avons une chance de réunir ces chemins, de créer quelque chose, de nouveau à partir des cendres du passé. » Sébastien se leva avec hésitation, s'approchant du piano. Pour la première fois depuis des décennies, il laissa ses doigts toucher les touches, ajoutant une harmonie hésitante à la mélodie de son fils. Les deux hommes jouèrent ensemble, leur musique tissant une nouvelle histoire de rédemption et de réconciliation. Adèle les observait, le cœur plein malgré sa faiblesse. Au milieu de la crise, ils avaient trouvé non seulement la vérité, mais aussi la possibilité. Son téléphone vibra avec un message de Valérie. Plus de mises à jour urgentes sur l'enquête. Le cirque médiatique. La tempête menaçante. Mais pour l'instant, en ce moment, la musique suffisait. La vérité sur les origines de Lenoir. Enterprise serait bientôt de notoriété publique. Marie Chen arriverait avec sa propre histoire et ses espoirs. L'avenir était incertain, rempli à la fois de défis et de promesses. Mais en écoutant les deux hommes jouer, l'un redécouvrant sa voix, l'autre embrassant enfin la sienne, Adèle savait que quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face avec des chœurs authentiques et une musique honnête. Marie Chen avait la grâce d'une pianiste de concert, même en entrant dans le hall nouvellement rénové de la Tour Lenoir. À 63 ans, elle possédait cette élégance qui vient d'une vie consacrée à poursuivre la passion plutôt que la perfection. Ses cheveux striés d'argent étaient coiffés en un chignon élégant et ses yeux portaient des décennies d'histoire non racontées. Le son des enfants pratiquant des gammes sur le piano à queue du hall la fit s'arrêter, l'ombre d'un sourire effleurant ses lèvres. « Certaines choses, murmura-t-elle en anglais légèrement accentué, ne changent jamais. » Adèle attendait près des ascenseurs, contre les protestations d'Hugo qui pensait qu'elle devrait se reposer. Les avertissements de son médecin résonnaient dans son esprit, mais certains moments exigeaient une présence, quel qu'en soit le coût. « Madame Chen, salua-t-elle, s'inclinant légèrement par respect. Bienvenue chez Lenoir Enterprise. » Les yeux de Marie étaient bienveillants alors qu'ils évaluaient le teint pâle d'Adèle. « Vous devriez être au lit, ma chère, dit-elle doucement. Je reconnais les signes d'un cœur qui travaille trop dur. J'avais le même regard il y a longtemps. » Avant qu'Adèle ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant Hugo. Il resta figé un moment,
fixant sa tante, cette femme qui partageait les yeux de sa mère, qui portait l'héritage musical qui coulait dans ses propres veines. « Vous jouez magnifiquement, » dit Marie, brisant la tension. « J'ai regardé vos performances en ligne. Votre mère aurait été si fière. » Le sang-froid d'Hugo se fissura légèrement. « Vous la connaissiez bien ?»« Elle était ma confidente, ma meilleure amie. Nous partagions tout. » Le regard de Marie devint distant, y compris nos erreurs. Le trajet en ascenseur jusqu'au bureau du dernier étage fut silencieux, chargé d'histoires non dites. Lorsque les portes s'ouvrirent, Sébastien se tenait là, attendant, paraissant à la fois plus vieux et plus jeune que son âge. Pendant un long moment, lui et Marie se regardèrent simplement, des décennies de choix et de conséquences suspendues entre eux. « Bonjour Sébastien », dit finalement Marie. « Votre fils a vos mains, mais heureusement il a le courage de sa mère. » Le sang-froid soigneusement maintenu de Sébastien vacilla. « Marie, je... »« Pas encore, » interrompit-elle doucement. « D'abord, nous avons des questions plus urgentes à discuter. » Elle se tourna vers Adèle. « En commençant par vous, ma chère. Asseyez-vous avant de tomber. » Comme pour confirmer ses paroles, les genoux d'Adèle flanchèrent. Hugo la rattrapa, l'aidant à s'asseoir dans un fauteuil. Marie sortit une petite bouteille de son sac, mesurant des gouttes d'un liquide ambré dans un verre d'eau. « Une vieille recette familiale, » expliqua-t-elle, l'offrant à Adèle. « Pour les cœurs qui portent trop. » « La réunion du conseil d'administration commence dans 20 minutes, » protesta faiblement Adèle. « Les médias attendent des déclarations. Sur l'enquête, nous devons nous rappeler ce qui compte le plus, » coupa fermement Marie. « Sébastien a oublié cette leçon une fois. Je ne laisserai pas cette famille faire la même erreur à nouveau. » Elle se déplaça vers le piano qui dominait maintenant un coin du bureau, ses doigts trouvant les touches avec une aisance familière. La mélodie qu'elle joua était étrangement familière, un morceau que Sébastien avait écrit pour elle des décennies auparavant, quand ils étaient jeunes et pleins de rêves. « J'ai gardé chaque morceau que vous avez écrit, » dit-elle, jouant toujours. « Même après mon mariage, même après avoir construit ma propre vie, je les ai gardés. Certaines musiques ne sont pas faites pour être oubliées. » Elle regarda Hugo. « Votre mère jouait cette berceuse pour vous quand vous étiez petit. Elle disait que c'était la seule chose qui pouvait calmer votre esprit agité. » Sébastien fit un son étranglé, et pour la première fois, Hugo vit son père pleurer ouvertement. « Je ne savais pas, » murmura-t-il. « Je pensais qu'elle avait tout oublié de la musique, de nous. » « Elle n'a rien oublié, » répondit Marie. « Elle a simplement appris, comme moi, que l'amour prend de nombreuses formes. Parfois, il est bruyant et rebelle. Parfois, il est calme et patient. Et parfois... » Elle fit un geste vers Adèle, qui avait déjà meilleure mine après avoir bu. Le remède à base de plantes, il est assez sage pour savoir quand se reposer et laisser les autres porter la mélodie pendant un moment. L'interphone bourdonna. Un rappel de la réunion imminente du conseil d'administration, des journalistes qui attendaient en bas, de l'enquête menaçant d'exposer des décennies de vérité soigneusement enterrées. Mais Marie continua à jouer, sa musique tissant un sort de paix à travers la pièce. « Le monde peut attendre, » dit-elle fermement. « D'abord, nous guérissons. Ensuite, nous affrontons ensemble ce qui vient. » Elle tapota le banc du piano à côté d'elle. « Sébastien, vous, souvenez-vous de l'harmonie de ce morceau ?» Pendant un moment, il hésita, des décennies d'abnégation luttant contre le désir. Puis, lentement, il s'assit à côté d'elle. Ses doigts trouvèrent les touches, rouillées mais se souvenant, ajoutant de la profondeur à sa mélodie. Tandis qu'ils jouaient ensemble, Hugo tenait Adèle près de lui, regardant cette réunion inattendue se dérouler. « Je me suis toujours demandé, » murmura-t-il à Adèle, « d'où venait ma musique. Je pensais que c'était juste le don de ma mère, mais c'était eux tous, leurs amours, leurs pertes, leurs choix, chaque note portée à travers le temps, attendant d'être entendue à nouveau. » Adèle s'appuya contre lui, sentant son cœur stabiliser son rythme. « Parfois, » murmura-t-elle, « les plus belles symphonies sont celles qui prennent toute une vie à compléter. » La musique enfla, remplissant le bureau de souvenirs et de possibilités. Dehors, les journalistes attendaient, avec leurs questions, sur les malversations financières et les histoires cachées. Mais en ce moment, entourés par l'harmonie de la réconciliation, ils étaient simplement une famille, redécouvrant son véritable héritage. Un héritage qui n'avait rien à voir avec l'argent ou le pouvoir,
et tout à voir avec le courage de laisser l'amour chanter. La réunion du conseil d'administration qui suivit fut sans précédent dans l'histoire de Lenoir Enterprises. Au lieu de la salle de conférence stérile habituelle, ils se rassemblèrent dans le nouvel auditorium du bâtiment, où les œuvres d'art des élèves tapissaient les murs et le piano à queue trônait au centre de la scène. Mary Chen était assise au premier rang, présence silencieuse de force, tandis que Sébastien faisait face au conseil avec un nouveau type de courage. Pendant des décennies, commença-t-il sa voix ferme, je vous ai raconté des histoires sur la façon dont j'ai construit cette entreprise, sur des investissements stratégiques et une planification minutieuse. Ces histoires étaient incomplètes. Il jeta un coup d'œil à Marie, puisant de la force dans son léger hochement de tête. La vérité est que Lenoir Enterprise a commencé par une histoire d'amour et s'est terminé parce que j'avais trop peur de choisir l'amour plutôt que la sécurité. Le projecteur s'alluma, affichant le contrat original, l'accord qui avait tout commencé. Alors que Sébastien expliquait les véritables origines de leur entreprise, Adèle observait les réactions des membres du conseil depuis son siège à côté d'Hugo. Certains semblaient choqués, d'autres pensifs, mais aucun ne montrait la condamnation qu'ils avaient redoutée. L'enquête révélera tout cela de toute façon, poursuivit Sébastien. Mais je voulais que vous l'entendiez d'abord de moi. Chaque décision douteuse que j'ai prise par la suite, les investissements cachés, la comptabilité créative, découlait de ce premier choix de nier qui j'étais vraiment. Valérie Torres se leva. Je pense parler au nom de beaucoup d'entre nous, en disant que cette révélation, bien que surprenante, renforce en réalité notre confiance dans la nouvelle direction de l'entreprise. Elle sourit à Marie. Après tout, quelle meilleure preuve? Que l'art et les affaires peuvent coexister que d'apprendre que notre entreprise est littéralement née de leur union. Marie se leva avec grâce, se dirigeant vers le piano. Si je peux, au hochement de tête de Sébastien, elle commença à jouer, non pas un morceau classique, mais un arrangement jazz d'une mélodie traditionnelle chinoise. À Hong Kong, ma fondation a passé des décennies à prouver que l'éducation culturelle et le succès commercial ne sont pas mutuellement exclusifs. Quand j'ai appris que mon neveu essayait de faire la même chose ici, elle regarda Hugo avec fierté. Eh bien, peut-être que certaines choses sont destinées à boucler la boucle. Hugo rejoignit sa tante au piano, ajoutant ses propres harmonies à sa mélodie. La musique remplit l'auditorium, transformant la réunion d'entreprise en quelque chose de plus intime, de plus humain. Adèle sentit des larmes dans ses yeux, bien qu'elle ne sût pas si c'était dû à l'émotion ou à la fatigue. La question qui se pose à nous, continua Valérie par-dessus la douce musique, n'est pas de savoir si nous devons traverser cette crise, mais comment la transformer en opportunité. La fondation de Mary Chen a offert non seulement un investissement, mais un partenariat, une chance de créer quelque chose sans précédent dans l'histoire de l'entreprise. Les membres du conseil se penchèrent en avant, tandis que Valérie exposait la proposition. Une fusion complète de l'éducation artistique et de l'innovation commerciale, la fondation de Marie apportant à la fois la stabilité financière et des décennies d'expertise. Les conclusions de l'enquête seraient accueillies avec une transparence totale, positionnant Lenoir Enterprises comme un pionnier de l'évolution des entreprises plutôt que comme une autre victime entachée de scandals. C'est risqué, observa un membre du conseil. Nos investisseurs traditionnels devront décider, interrompit Sébastien, s'ils veulent faire partie d'une entreprise qui valorise la vérité plutôt que l'apparence, la croissance plutôt. Que la stagnation et le potentiel humain plutôt que le simple profit. Le vote qui suivit ne fut même pas serré. Plus tard dans la soirée, alors que les journalistes s'agitaient à l'extérieur pour obtenir des déclarations sur l'enquête, la famille Lenoir se rassembla dans l'appartement. Adèle se reposait sur le canapé, suivant enfin les ordres de son médecin, tandis que Marie préparait plus de son remède à base de plantes. « Votre mère en buvait aussi », dit-elle doucement à Hugo. Quand la pression d'être parfaite devenait trop forte, cela aide le cœur à se souvenir de son propre rythme. Sébastien, qui était resté silencieux depuis la réunion du conseil, prit enfin la parole. « J'ai composé quelque chose », admit-il tranquillement. « Dans ma tête, toutes ces années, un morceau sur le regret et l'espoir et les secondes chances. Jouez-le, encouragea Marie, ses yeux doux. Il est temps d'arrêter de retenir la musique, Sébastien. » Alors qu'il se dirigeait vers le piano,
Ses mains tremblant légèrement, Hugo rejoignit Adèle sur le canapé. « Comment vous sentez-vous » murmura-t-il, déposant un baiser sur sa tempe. « Que mieux » murmura-t-elle. « Plus légère, comme si je pouvais enfin respirer correctement. » Elle serra sa main. « Votre père va avoir besoin d'aide pour naviguer dans tous ces changements. »« Nous l'aiderons ensemble » répondit Hugo. « Nous tous. » La composition de Sébastien commença avec hésitation, puis gagna en assurance. Une histoire racontée en notes plutôt qu'en mots, d'amour perdu et retrouvé, de masques jetés et de vérités embrassées. Marie écoutait, les larmes aux yeux, entendant dans la musique tout ce qu'il n'avait jamais pu dire. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, tandis que les caméras des journalistes flashaient comme des éclairs. Demain apporterait de nouveaux défis, des conférences de presse, des procédures judiciaires, le travail complexe de reconstruire l'identité d'une entreprise. Mais ce soir, dans cette pièce, une richesse différente était comptée, mesurée, en relations restaurées, en cœur guéri, en musique enfin libérée.